Et si, pendant 12 heures, tu te retrouvais dans un monde qui voulait désespérément que tu ne bouges pas, un monde où le simple fait de faire glisser une assiette sur une table donnait soudain l'impression de pousser une voiture dans du ciment frais? Ce n'est pas une question philosophique, c'est une question de physique. Pour les 12 prochaines heures, le coefficient de friction, pour tout, partout, vient de doubler. Et notre monde, celui qui est bâti sur l'heureuse hypothèse que les choses bougent sans problème, est sur le point de devenir très, très étrange. Suivons Elara, une sismologue qui, à ce moment précis, a énormément de mal à sortir de son lit. Le tissu de ses draps en coton semble avoir soudainement développé une personnalité collante. Chaque mouvement est une lutte, une petite bataille contre une réalité nouvellement obstinée. Retirer la couette ressemble moins à un rituel matinal qu'à un combat avec une pieuvre étrangement affectueuse. Enfin libérée, elle découvre que ses chaussons s'agrippent désormais au parquet avec la ténacité d'un gecko paniqué. Le simple trajet traînant jusqu'à la cuisine devient une marche délibérée à haute adhérence. Au début, ce n'est qu'une série de contrariétés déroutantes et mineures. Le moulin à café gémit, son moteur peinant contre la double résistance de ses propres pièces, produisant une poudre grossière et inégale. Le tiroir contenant les cuillères s'ouvre avec un grincement saccadé. Étaler du beurre sur un toast devient un acte de pure volonté, comme essayer de plâtrer un mur avec une brique. Et Lara, une femme qui comprend les immenses forces géologiques, est momentanément vaincue par un produit laitier. Mais la vraie nature de ce nouveau monde se révèle lorsqu'elle essaie de partir au travail. Tourner la clé dans le contact de sa voiture nécessite un couple étonnamment élevé. Le moteur démarre, mais le son est étrange. C'est un son forcé, guttural, le bruit d'une machine qui se bat contre elle-même. Chaque piston raclant contre la paroi d'un cylindre, chaque engrenage qui s'emboîte, chaque courroie qui tourne, génère maintenant 2 fois plus de friction et donc 2 fois plus de chaleur. La jauge de température commence à monter à une vitesse alarmante. Elle sort de son allée. Au moment où ses pneus, ayant maintenant l'adhérence de la superglue, touchent l'asphalte, la voiture fait une embardée. La direction assistée semble être en panne. Pire encore, la première fois qu'elle touche les freins, la voiture ne ralentit pas, elle s'arrête. Instantanément. Le crissement des pneus est remplacé par un bruit sourd et sec lorsque les plaquettes de frein serrent les disques avec 2 fois leur force prévue. Sa ceinture de sécurité, également soumise aux nouvelles règles, se bloque avec la force implacable d'une guillotine. C'est l'heure 1, le grand ralentissement. Partout dans le monde, la symphonie des trajets matinaux se dissout en une cacophonie de machines défaillantes. Les voitures surchauffent et calent. Les autoroutes deviennent des musées de véhicules immobiles, leurs moteurs cliquetant et fumant dans la lumière du matin. Un train quittant une gare nécessite tellement d'énergie pour surmonter la friction doublée de ses roues sur les rails qu'il provoque une baisse de tension localisée. Dans les airs, les choses sont encore plus dramatiques. Un avion de ligne gronde sur une piste pour le décollage. L'air, on l'oublie, est un fluide. Et se déplacer à travers lui crée une traînée, qui est une forme de friction. Cette traînée vient de doubler. Les moteurs hurlent à poussée maximale. Mais l'avion donne l'impression d'essayer de décoller à travers une atmosphère de mélasse invisible. Il brûle une quantité impossible de carburant juste pour atteindre la vitesse de rotation, décollant de la piste avec seulement quelques mètres de marge, grimpant paresseusement dans un ciel soudainement hostile. À l'heure 3, les conséquences sont passées de mécanique à systémique. Pense à notre réseau électrique. Il repose sur des turbines massives, à vapeur, à vent ou à eau, tournant à des vitesses incroyables. Ces turbines reposent sur des roulements conçus pour être aussi proches que possible de l'absence de friction. Mais maintenant, ce « proche de » n'est plus assez proche. La friction a doublé et le déchet de la friction est la chaleur. Des quantités colossales. Les systèmes de sécurité automatisés détectant une surchauffe critique commencent à mettre les centrales hors service une par une. Les lumières commencent à vaciller. Et Lara, ayant abandonné sa voiture, marche. Et c'est épuisant. Chaque pas est une corvée. Le simple fait de plier un genou, le glissement du cartilage dans ses articulations, rencontre maintenant plus de résistance. Mais le vrai problème se passe à l'intérieur d'elle. Son cœur est une pompe, poussant le sang à travers des milliers de kilomètres d'artères, de veines et de capillaires. Le sang n'est pas un fluide sans friction. Il a une viscosité. La friction des cellules sanguines se traînant le long des parois des vaisseaux a doublé pour maintenir la pression artérielle. Son cœur doit travailler 2 fois plus dur. Pour tout le monde sur Terre, c'est comme si tout leur système cardiovasculaire essayait soudainement de pomper du ketchup. Les gens se sentent essoufflés, étourdis. Les hôpitaux voient un afflux de patients souffrant de douleurs thoraciques et d'essoufflement
leur corps luttant contre un ennemi invisible et interne. À l'heure 6, la planète elle-même commence à réagir. L'atmosphère, ce vaste océan d'air sous lequel nous vivons, est en train de s'arrêter. Le vent n'est que de l'air se déplaçant de la haute pression vers la basse pression. Un processus luttant constamment contre la friction de cet air se déplaçant sur la surface, sur les montagnes, les forêts, les océans et les villes. Avec cette friction doublée, les vents meurent. Les grands courants jets qui encerclent le globe vacillent. Les schémas météorologiques qui sont censés se déplacer tout simplement s'arrêtent. Un système orageux massif qui devait dériver à travers l'océan Indien est maintenant immobile, déversant des billions de litres de pluie sur un seul endroit, provoquant des inondations catastrophiques. Dans les centres industriels, la fumée des usines, qui n'est plus dispersée par le vent, stagne en une épaisse couverture suffocante, créant un smog toxique instantané. La planète a perdu sa capacité à expirer. Et Lara arrive enfin à son bureau au service géologique fonctionnant sur une alimentation de secours. Ses collègues sont regroupés autour des moniteurs, ne regardant pas le sol, mais le ciel. Les satellites météorologiques montrent un monde qui devient étrangement immobile. Mais Elara est une sismologue. Elle étudie la danse lente et grinçante des plaques tectoniques. Et elle a une pensée soudaine et terrifiante. La croûte terrestre n'est pas une seule coquille solide. C'est une coquille d'œuf fissurée de plaques massives flottant sur une mer de roches en fusion. Elle bouge, mais pas de manière fluide. Elle se bloque. La friction entre, disons, la plaque du Pacifique et la plaque nord-américaine est ce qui maintient la faille de San Andreas en place. Pendant des siècles, la tension s'accumule le long de ces lignes de faille, comme un ressort qui se comprime. Les tremblements de terre se produisent lorsque la tension finit par surmonter la friction et que les plaques glissent, libérant cette énergie d'un coup sec et violent. Depuis 6 heures, la force qui maintient ces plaques en place, la friction, a été doublée. C'est comme si l'univers avait placé un cale-porte planétaire géant sous chaque ligne de faille sur Terre. La tension continue de s'accumuler, le ressort continue de se comprimer, mais la libération est artificiellement empêchée. La pression monte à un degré inimaginable. C'est la mi-parcours. 6 heures de plus de ce confinement planétaire. 6 heures de plus de réseaux défaillants, de météo bloqués et de cœurs surmenés. 6 heures de plus de pression s'accumulant dans l'obscurité silencieuse et grinçante de la croûte terrestre. L'heure 12 arrive. Et aussi soudainement que cela a commencé, c'est terminé. Le coefficient de friction pour tout sur Terre revient brusquement à la normale. Pendant un instant, il n'y a que du soulagement. L'air semble vif et pur alors que le vent, soudainement libéré, se remet à souffler. Une chaise de bureau à roulettes qui était immobile glisse maintenant librement. L'étrange tension dans le corps de chacun s'évapore alors que leurs cœurs n'ont plus à mener une bataille perdue d'avance. Un pilote sur cet avion de ligne en difficulté qui brûlait du carburant à un rythme insoutenable sent l'avion bondir en avant comme si une main géante l'avait lâché. Ça ressemble à un sursis. Ça dure environ 90 secondes. Puis la planète frémit. Dans son laboratoire, chaque sismographe sur chaque écran, sur chaque continent, devient complètement vertical. Ce n'est pas un seul tremblement de terre, ce sont tous les tremblements de terre. En même temps, c'est le grand déblocage. Chaque ligne de faille qui avait été poussée au-delà de son point de rupture mais maintenue en place par la friction artificielle lâche prise simultanément. La faille de San Andreas ne glisse pas seulement, elle se rompt sur toute sa longueur. La ceinture de feu, une chaîne de volcans et de lignes de faille autour du Pacifique, s'embrase en une cascade mondiale. Tokyo, Santiago, Los Angeles, Jakarta, toutes sont frappées par des séismes d'une magnitude jamais enregistrée auparavant. C'est comme si la planète expirait 1000 ans de tension géologique en un seul souffle catastrophique. Le monde n'a pas pris fin parce que les choses se sont bloquées. Il a pris fin parce qu'elles se sont débloquées toutes en même temps. Les 12 heures de double friction n'étaient pas la catastrophe. Elles étaient la tension de la corde d'une arbalète planétaire. Le retour à la normale a été le déclenchement. Dans la foulée, alors que les survivants sortent en rampant dans un monde remodelé, ils repenseraient à ces 12 heures bizarres. Ils se souviendraient de la difficulté comique à enfiler des chaussettes, de l'absurdité de se battre avec un couteau à beurre. Ils s'en souviendraient comme d'une journée calme, étrange et profondément fatigante. Un jour où l'univers a décidé de faire une farce.
Mais nous comprendrions que la friction n'est pas seulement une force qui ralentit les choses. Ce n'est pas un inconvénient, c'est le grand régulateur, c'est le modérateur, la force qui permet le contrôle, la stabilité, la libération progressive de l'énergie, c'est la force silencieuse et infatigable qui garde notre café dans la tasse, qui empêche nos continents de jouer aux auto-tamponneuses et notre monde de se briser en morceaux. C'est la colle cosmique qui maintient tout ensemble juste ce qu'il faut. Et pour ça, nous devrions probablement être reconnaissants qu'elle n'ait pas d'idée folle.